Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux à mon talk Secret Story pour faire sa veille et apprendre efficacement. C'est la première fois que je le donne avec les sides, donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va passer dans le format, j'ai rien testé, je suis en mode olé. Alors, moi, hop, ça marche pas, si, ça marche pas là, petit problème technique. Ok, c'est bon. Alors du coup, moi c'est Maxime de Roulers, pour ceux qui ne me connaissent pas. Plus récemment, j'ai ma boîte qui s'appelle Hopper, où on fait de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire que on est une OSN où on redistribue entre 65 et 90% de notre marge à nos consultants. Donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas à me venir, on est en full remote, etc. Donc voilà, il y a plein d'avantages, avec les avantages du CDI, bien sûr. Je suis aussi président de l'organisation Cloud Alp, où j'organise des conférences, co-organisateur de Cloud Nord. J'ai 2 meet-up aussi, un à Lille et un à Lyon. Du coup, je suis un peu dans les deux mondes. Moi, je suis lyonnais et lillois. Et je suis très heureux d'être à Montpellier aujourd'hui. Donc là, je vais vous parler un peu de... Enfin, ce talk, en fait, c'est un peu aussi un ras-le-bol parce que avant d'être entrepreneur, je suis aussi DevOps. Et pendant longtemps, j'étais consultant. Et en fait, un constat, c'est que être développeur, c'est quand même être un étudiant permanent. Il y a toujours des nouvelles technos, une veille constante. Le but, c'est d'être vraiment un puits de savoir. Et en fait, on fait que restituer. En tout cas, dans le consulting, on fait que restituer aux clients les choses qu'on apprend, qu'on voit ailleurs, et on redistribue. Mais le problème, c'est que on n'a jamais le temps, quoi. À chaque fois, il y a toujours des enjeux d'argent, donc c'est-à-dire que le but d'une société, c'est de générer de la valeur. Voilà, le temps, c'est de l'argent, mais on a peu de temps pour apprendre, et on nous demande tout le temps de produire, et le problème, c'est qu'on ne fait plus notre objectif premier, quoi, qui est de faire de la veille et de restituer. Donc le problème, du coup, ça va être comment faire ma veille si je n'ai pas de temps dédié pour apprendre. Bon, bien sûr, à chaque problème, il y a des solutions, hein. Il y en a deux. Ça va être la première, ça va être d'optimiser notre temps pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses et apprendre plus efficacement aussi. Donc, déjà, comment optimiser son temps? Première chose, là, ça va être pas mal de petits tips de productivité, c'est le time blocking. Le time blocking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme les Lego. C'est-à-dire que dans son agenda, alors là, c'est un de mes agendas, dans son agenda, on va mettre des briques de temps où ça va être plus ou moins flexible et on va bloquer ce temps pour des tâches, pour des réunions, pour n'importe quoi, pour faire son sport. Et le but, c'est de vraiment, comme pour du GitOps, où on se dit le repo Git, c'est la source de vérité, là, ça va être sur quoi je vais travailler aujourd'hui et je vais m'y tenir. Et chaque bloc de temps, tant pis si je n'ai pas fini avant, là, je vais passer à la suite de ce que j'ai prévu. Et l'astuce pour faire ça, ça va être déjà de préparer tout ça la veille. La veille au soir, on va prendre un peu de temps et préparer son agenda en se disant qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour aujourd'hui. Le but, ça va toujours d'être éviter un maximum les événements, d'être pris au dépourvu. Et donc, il faut quand même se garder des créneaux parce que des fois, voilà, il y a des moments où il y a des imprévus, mais il faut vraiment réussir à avoir du temps dans son agenda pour faire ce qu'on a besoin de faire. Alors, ça va être aussi se connaître soi-même, ça va être trouver les horaires où on est le plus productif. Le but, c'est pas de juste mettre des blocs de temps un peu au hasard, mais c'est aussi se dire, par exemple, pour moi, je suis plutôt productif le matin, donc les choses qui vont demander le plus d'énergie au niveau de mon cerveau, je vais les faire plutôt le matin, et l'après-midi, je vais mettre un peu mon cerveau de côté, je vais faire les choses où je peux faire ça sans réfléchir, tranquille, en écoutant limite de la musique, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le flow. Alors le flow, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici dans la salle. Non? Un peu? Ouais. Donc le flow, ça va être vraiment quelque chose... toutes les personnes qui sont extrêmement productives, en fait, elles sont dans un flow qui est quasi perpétuel. Le flow, c'est un état quasi hypnotique dans lequel notre attention il va être portée sur une et une seule tâche. Il n'y a plus que ça qui compte. Ça vous est certainement déjà tous arrivé. Et en fait, pendant ce moment-là,
les performances, elles sont vraiment décuplées. On fait tout plus vite parce que notre attention elle est concentrée que là-dessus. Pour rentrer dans le flow, il n'y a pas 10 000 façons. Il va falloir éliminer les distractions, donc tout ce qui va nous faire qu'on va sortir de ce flow, et aussi avoir une routine pour rentrer dans ce flow, c'est plutôt sympa. Par exemple, mettre une petite musique d'ambiance, s'étirer, et puis go, on y va. Voilà, avoir ces petites routines, c'est plus facile pour rentrer dedans. Mais bien sûr, on ne pourra pas être dans un état de flow vraiment tout le temps. On va être plutôt sur des courtes périodes dans le flow parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est important de prendre des pauses régulières aussi pour que son cerveau, il s'aère, il pense à autre chose à un moment. Il ne peut pas être tout le temps dans le flow. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tout ça, le flow, ça a été conceptualisé par le nom qui est écrit là, je ne le prononcerai pas, mais je l'appellerai Monsieur Flow. Et il a fait ça en 1975, c'est lui qui a conceptualisé ça. Et en fait, on se rend compte que 50 ans plus tard, on n'a jamais été aussi loin de ce flow, de cette expérience optimale. Pourquoi ? Il faut savoir qu'en moyenne, toutes les 7 minutes, on reçoit une notification sur son téléphone. Par exemple, le téléphone, c'est le pire ennemi de la productivité. C'est quelque chose, limite, il ne faut pas avoir sur soi. Quand on a envie d'être productif, le mettre loin, voire enlever les couleurs, le mettre en noir et blanc. Comme ça, on le voit, on dit « Ah, l'écran, il est dégueulasse » et on n'a même pas envie de le regarder. Et il y a plein d'astuces comme ça, mais c'est vraiment le pire. Et il faut savoir que pour être à nouveau dans un état de flow, en moyenne, on prend 23 minutes. Et du coup, ça me permet de faire une belle transition avec Pomodoro, où je peux vous dire que ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment nul, parce que si, en moyenne, dans Pomodoro, pour de la productivité, on dit oui, Pomodoro, c'est chouette, on fait une tâche, et après on prend une pause et tout. Mais si vous mettez par défaut à 25 minutes, ça veut dire que vous avez 2 minutes de flow, 2 minutes où vous êtes vraiment en productivité optimum, et après vous prenez une pause. Et après, il faut recommencer. Du coup, moi, ce que je conseille, déjà, Pomodoro, je le mets assez peu, mais quand je le mets, c'est pour des tâches où vraiment ça me saoule, ça me gave, j'ai pas envie. Et du coup, je me dis, déjà sur Pomodoro, je configure, je fais tout x2 en 50 minutes. Et comme ça me permet d'avoir au moins 25 minutes de flow, ce qui est bien. Mais je déconseille quand même assez fortement. Il y a quelque chose, par contre, qui marche beaucoup mieux que Pomodoro. C'est la dopamine. Je ne sais pas si ça vous parle, la dopamine, c'est quand même quelque chose de connu, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. En fait, c'est l'hormone du plaisir. Je me suis emmêlé. Hop, c'est l'hormone du plaisir. Et donc, une bonne astuce en productivité, c'est quand il y a des tâches qui nous saoulent, ça va être de dire, tout simplement, je vais prendre cette tâche-là, et si j'accomplis cette tâche, mon objectif, c'est qu'est-ce qui va me faire plaisir une fois que j'ai accompli. Par exemple, moi, je pourrais dire, ah ouais, je vais faire cette tâche, elle est chiante et tout, mais je dois la faire. Et si je l'attends, je vais prendre un verre de rhum. Ou, pourquoi pas. Franchement, à qui ça ferait pas plaisir ici? Je suis sûr qu'il y en a plein déjà. Alors, vous moquez pas. Allez, non, mais j'étais plus soft, là, j'ai mis les chocolats. J'avoue que la première image, j'avais mis un verre de rhum, mais je me suis dit, ouais, après et tout, si ça passe sur YouTube, peut-être que je vais avoir un truc moins de 18 et tout, alors que, bon. Et en fait, la dopamine, c'est ce qui est utilisé beaucoup dans le jeu vidéo, pour tout ce qui est récompense, gagner des badges, etc. Au final, c'est quelque chose qui est très utilisé pour tout ce qui est addictif. Et donc, si on veut faire des tâches vite, ou bien, c'est une bonne solution à utiliser. C'est déjà prouvé dans tout ce qui est gaming. Alors maintenant, autre chose, ça va être comment apprendre efficacement. C'est une deuxième solution. Comment apprendre mieux, apprendre pas forcément plus vite, mais en tout cas apprendre mieux, plus efficace. Alors là, il y a plein d'astuces. Déjà, apprendre, c'est pas apprendre bêtement. Ça va être déjà voir sur quoi vous avez d'en prendre. Donc une bonne chose à faire que je trouve, moi, c'est se baser sur ses valeurs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une valeur que j'apprécie énormément, chez moi, c'est le partage. J'aime bien partager, etc. C'est quelque chose qui me touche. Et du coup, à cette valeur, je vais en déduire un objectif. Un objectif, par exemple, ça pourrait être de contribuer à des projets open source. Donc je vais me fixer cet objectif. De cet objectif, je vais en déduire un projet. Un projet, ça pourrait être développer la feature X du projet sur Gipster, par exemple. Et derrière, pour faire ça, je vais en déduire des tâches. Yes. Donc,
Voilà, donc ensuite, il y a la sélection des sources. Et là, c'est la loi de Pareto qui est énorme pour faire ça. C'est-à-dire que, en fait, quand un sujet m'intéresse, je ne vais pas lire, je sais pas, 100 articles sur le même sujet, totalement inefficace. Au bout d'un moment, il y a toujours les mêmes concepts qui reviennent. Mais je vais plutôt sélectionner les sources sur lesquelles je vais aller, enfin, je vais sélectionner les sources, je vais cibler des sources les plus pertinentes. C'est-à-dire que souvent, quand il y a par exemple sur un livre, ça vient, les concepts viennent souvent d'un même livre, qui est le livre référence, qui est le premier souvent. Et en fait, en regardant par exemple les bibliographies, etc., on peut remonter à cette source. Et je vais lire celui-là, et en fait, derrière, les 100 livres qui ont découlé du premier, je vais avoir tous les concepts à un même endroit, et je ne vais pas avoir eu besoin de lire les 100 bouquins, quoi. Donc, en fait, du coup, il y a ça, et il y a aussi se dire, en fait, quand on apprend quelque chose, notamment en langage, on n'est pas obligé de tout connaître. C'est-à-dire, par exemple, si j'apprends le langage Rust, j'ai peut-être pas besoin de connaître tous les concepts les plus avancés, mais je vais prendre les 20% du langage que j'estime essentiel. Donc, par exemple, ça, en fait, c'est se faire une roadmap, etc. Et en fait, derrière, je vais travailler que ce qui est basique. Et si j'ai besoin des fonctionnalités les plus avancées, je le ferai quand j'en aurai besoin, mais je ne vais pas m'amuser à passer, mettre 80% de mon énergie qui vont me permettre de comprendre des concepts compliqués, etc. Alors peut-être que je les utiliserai jamais, c'est une perte de temps. Et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Alors maintenant, une fois qu'on a sélectionné l'information, il y a tout ce qui est la capture. Alors comment capturer l'information ? Pour ça, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Readwise. Alors je l'avais mis au début, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai oublié que j'avais ce QR code, mais je l'ai aussi à la fin. J'ai fait un repo où il y a tous les outils, tous les logiciels qui existent, enfin que je connais en tout cas, et ceux que j'utilise, comment je les utilise, etc. Donc vous pourrez le scanner, tout est sur GitHub, et il y a tous les liens, il y a tout aussi les concepts que j'explique pour aller beaucoup plus loin, parce que là, c'est que superficiel malheureusement, je n'ai pas le temps de faire plus. Mais la capture de l'information, du coup, c'est prendre des notes en fait, sur ce qu'on ne connaît pas. Moi, j'aime bien citer un jeune philosophe qui s'appelle Elliot Meunier, qui a dit un coup, prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas prendre de notes, c'est perdre son temps, tout simplement parce qu'on oublie. Et en fait, vraiment capturer l'information, prendre des notes, prendre son temps d'apprendre, en fait, ça permet de mieux apprendre, tout simplement, et d'éviter d'oublier. En tout cas, on peut retrouver la note, on sait qu'on a pris cette note, et revenir dessus, relire avec ces mots, avec des mots qu'on comprend. Et du coup, ça me permet d'arriver maintenant sur toutes ces notes qu'on a prises, comment on les stocke. Comment on les stocke, ces notes. Et donc là, il y a un concept qui s'appelle le second cerveau, il y a plein d'articles, etc. là-dessus. C'est un cerveau digital, en fait, où on va stocker ces notes, stocker les concepts surtout, parce que c'est ça le but de prendre des notes, c'est derrière d'en sortir des concepts, et de pouvoir les lier entre eux comme un réseau de neurones. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y en a 3 grandes, c'est Zettelkasten, Paraméthode et Cornell. Zettelkasten, du coup, alors ce monsieur, c'est Niklas Luhmann, qui est un sociologue allemand. C'est lui qui a inventé cette méthode. Et ce mec-là, il est meilleur que ChatGPT à lui tout seul. Pourquoi ? Il a écrit, durant sa vie, 70 livres et 400 articles scientifiques. Alors, ce n'est pas l'article de blog, c'est des articles scientifiques. Et il les a tous publiés. Alors, comment il a fait ça ? Il a mis des notes dans des casiers à l'époque parce qu'il n'y avait pas l'informatique. Mais en gros, c'est tout le principe de la méthode Zettelkasten. C'est une méthode où en fait, ces notes, on va les stocker dans différents casiers. Alors, il va en avoir 3 grands de casiers. Le premier, ça va être tout ce qui est notes provisoires. Donc, les notes provisoires, c'est les post-it en gros. C'est ce qui est jetable. On s'en fiche, c'est juste en fait pour se décharger le cerveau. Il faut savoir qu'en moyenne, un homme, il y a 7 slots mémoire, à plus ou moins 2 en fonction de l'intelligence, etc. Et donc, le but, ça va être de se libérer le cerveau pour qu'il soit plus concentré sur d'autres choses. Derrière, ces notes provisoires, elles peuvent se transformer en plusieurs choses. Ça peut être des tâches dans une inbox, ou ça peut être aussi des notes de référence. Alors, les notes de référence, ou aussi appelées notes littéraires,
c'est des notes en fait qu'on prend sur un contenu quand on est en train de regarder une vidéo, lire un livre, un article, etc. C'est les petites notes qu'on prend. Et derrière, en fait, le principe de prendre ces notes littéraires, ça va être d'en sortir des notes permanentes. Une note permanente, c'est quoi? Eh ben, c'est en fait un concept. C'est une petite note sur un post-it et dire, ce concept-là, c'est ça. Par exemple, on pourrait dire, un concept, ça pourrait être sur différents langages. L'héritage, par exemple, et dire l'héritage, c'est ça. Et en fait, ça s'applique à d'autres langages derrière. On pourrait dire l'héritage, ça s'applique en Java, ça s'applique au langage X, Y, etc. Et ça fait des liens. Voilà, et donc voilà, après, ces notes, voilà, c'est des liens, c'est un réseau de connaissances qu'on se crée. Alors, là, il y a une autre méthode aussi qui est un peu, alors le même principe mais organisé différemment, c'est la méthode PARA. Donc PARA, lui, ça a été fait par Thiago Forte, qui est en fait, c'est un consultant en productivité et en gestion de l'information. Et en fait, il va organiser en 4 catégories ces notes. Il va avoir les projets, les areas, ou aussi appelés les domaines, les ressources et les archives. En gros, les projets, ça va être, ça va être des tâches qui nécessitent plusieurs étapes ou actions pour être complétées, tout simplement. Les domaines, ça va être les aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière. Ça peut être lié au travail, à la famille, à la santé, aux loisirs. Et en fait, les domaines, ils vont pouvoir être subdivisés en plusieurs projets, tâches, voilà, en fonction de ce qu'on a besoin. Et après, il me reste les ressources et les archives. Donc les ressources, ça va être toutes les informations qu'on a besoin, qui peuvent être liées à un projet, à un domaine. Voilà, c'est des livres, des logiciels, n'importe quoi, des ressources, quoi. Et les archives, ça va être tout ce qui n'est plus utile ou qui n'est plus utile immédiatement. On va archiver ça. Et là, il y a la méthode Cornell. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent cette méthode avec le logiciel GoodNotes. Donc, elle, ça a été développé par Walter Pock. Et en fait, c'est un professeur de l'université de Cornell. Et il prend une fiche et il la découpe en fait en 4 parties. Alors, en 4 sections. Alors, la première section, ça va être le titre de la note. Ensuite, on va avoir une partie vraiment pour prendre des notes. Et le but, c'est que les notes, elles tiennent justement sur cette feuille. Hein. Donc, pour synthétiser, etc. Et on va avoir la troisième partie sur la gauche, ça va être tous les mots-clés, les questions, etc. qu'on se pose par rapport à ce qu'on est en train de prendre. Et la 5e section, ça va être... la 4e, pardon. Oula, je ne sais plus compter, moi. La 4e, ça va être vraiment de faire un mini résumé en 2 phrases de ce qui est fait, plus de répondre à toutes les questions qu'on s'est posées durant la prise de notes. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ici, vous avez à nouveau le QR code. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Il y a plein d'articles, il y a plein de logiciels, etc. Sur tout ce que j'ai parlé. Moi, personnellement, ce que j'utilise comme logiciel, j'utilise pour le stockage et l'organisation des notes Obsidian. J'utilise Readwise pour stocker tout ce qui est bookmark, ressources, etc. J'utilise, j'en ai oublié, je l'ai là. J'utilise Raindrop aussi pour tout ce qui, j'utilise Raindrop pour tout ce qui est stockage, où en fait je stocke mes ressources à partir de tags et du coup je les retrouve facilement. Il n'y a pas de dossier, etc. Je mets juste à quoi je pense et ça me le ressort. Je l'ai expliqué dans l'article. Et Readwise pour tout ce qui est prise de notes, etc. sur notes littéraires. Et Obsidian, en fait, ça vient stocker que mes notes permanentes pour ne pas avoir de pollution de notes en fait, qui ne sont pas très pertinentes. Et Todoist pour tout ce qui est gestion des tâches. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors j'avoue, je l'ai fait une fois sans slide au camping des speakers, j'avais pris 45 minutes, bon je me suis un peu plus étalé. Je n'avais pas testé avant, mais ça passe. Hein. Bien. Quelqu'un a des questions? Non? C'était tout clair. Clair? Ouais. C'est gentil. Non, n'hésitez pas à mettre des feedbacks en tout cas, voir comment je peux l'améliorer si besoin. Merci beaucoup. Merci.